Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 23 juin. Le président iranien Massoud Pezeshkian arrive au Pakistan, pays médiateur dans les négociations entre Téhéran et Washington en vue de mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. La coopération, l'investissement et la formation des axes mis en évidence par le président algérien Abdelmadjid Tebboune en inaugurant la 57e foire internationale d'Alger. La coopération dans le domaine de l'énergie et de la transition énergétique évoquée lors d'entretiens à Alger entre le ministre algérien des hydrocarbures Mohamed Arkab et une délégation de la société allemande Siemens Energy. Et Coupe du Monde 2026, le succès de l'équipe d'Algérie face à la Jordanie 2-1 renforce ses chances de qualification en 16e de finale après une entame difficile de tournoi. Bonsoir à tous. Le président iranien Massoud Pezeshkian est arrivé au Pakistan ce mardi pour des entretiens avec des responsables qui ont aidé à faciliter les négociations entre Téhéran et Washington en vue de mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Cette visite fait suite à la décision des États-Unis de lever les sanctions contre l'Iran pendant 60 jours après les premières négociations en Suisse dans le cadre d'un accord de paix naissant. Et l'Iran a formellement démenti les récentes affirmations américaines selon lesquelles il aurait accepté le retour des inspecteurs de l'AIEA sur ses principaux sites nucléaires. Le démenti fait ce mardi à Téhéran lors d'une conférence de presse du porte-parole du ministre iranien des Affaires étrangères Ismail Baqai, dans lequel il est revenu contredire les récentes déclarations du vice-président américain J.D. Vance. Alors qu'à l'issue de pourparlers en Suisse entre l'Iran et les États-Unis, le vice-président américain J.D. Vance avait affirmé que les Iraniens acceptaient d'inviter à nouveau les inspecteurs de l'AIEA comme premier pas vers la dénucléarisation définitive. Ce mardi, Téhéran a catégoriquement réfuté avoir convié les inspecteurs de l'AIEA sur les principaux sites de son programme nucléaire ciblés par des frappes américano-sionistes, contredisant ainsi les propos du vice-président américain. Nous n'avons eu aucune rencontre avec le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique et nous n'avons aucun projet de visite par l'agence des installations nucléaires iraniennes endommagées par l'agression militaire américaine et le régime sioniste. Baqai a souligné que l'Iran, en tant que signataire du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, continuerait de respecter les procédures établies et transparentes en la matière et d'ajouter que les capacités défensives iraniennes n'ont jamais été au cœur des négociations. Les capacités défensives et balistiques de l'Iran n'ont jamais fait partie de nos discussions et ne feront jamais l'objet de négociations avec aucune partie. Concernant le mécanisme de dépense des fonds iraniens gelés et l'existence d'éventuelles restrictions, Baqai a expliqué que Téhéran prendrait ses décisions concernant les fonds débloqués de manière à servir les intérêts du pays. Concernant les avoirs iraniens débloqués, nous déciderons de la manière la plus avantageuse et appropriée pour le pays. Quant à l'achat de biens, notre ministère de l'Agriculture et les autres secteurs compétents décideront de la manière qu'ils jugeront appropriée en fonction du prix et de la qualité. Par conséquent, aucune restriction n'est imposée à cet égard. Ismail Baqai a également annoncé que les licences relatives aux ventes de pétrole étaient entrées en vigueur depuis le 22 juin, conformément à l'accord, confirmant ainsi que les fonds gelés sont désormais disponibles pour l'Iran, qui peut en disposer librement. Et dans ce contexte, le président américain Donald Trump a insisté ce mardi sur le fait que l'Iran avait accepté d'autoriser des inspections nucléaires pour longtemps, malgré les déclarations de l'Iran affirmant le contraire pour Trump. Cela garantira la transparence nucléaire tout en affirmant maintenir des navires dans le détroit d'Ormuz au cas où il deviendrait nécessaire de rétablir le blocus des ports iraniens.
Et de son côté, le gouverneur de la Banque centrale iranienne, Abdel Nasser Hammati, a indiqué que l'Iran n'avait aucune obligation d'acheter des produits agricoles aux États-Unis en vertu du mémorandum d'entente qu'il a signé avec les États-Unis à l'issue des pourparlers de haut niveau entre les États-Unis et l'Iran qui se sont tenus en Suisse. Le vice-président américain J.D. Vance avait affirmé hier que si les États-Unis acceptaient de dégeler les avoirs iraniens, les fonds pourraient être utilisés pour acheter du soja, du maïs ou encore du blé américain. L'entité sioniste poursuit son agression génocidaire contre la bande de Gaza. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, 4 martyrs et 20 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Et depuis le 7 octobre 2023, le nombre de victimes de ce génocide s'est alourdi à 73 039 martyrs et 173 388 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Un comité des Nations Unies a alerté sur la dégradation préoccupante de la protection des enfants palestiniens, et ce en raison des mesures répressives imposées par les forces de l'occupation sioniste aux organisations de défense des droits humains dans les territoires palestiniens occupés, notamment à Gaza et en Cisjordanie. Et alors que les températures estivales augmentent et que l'eau potable reste difficile à trouver, les habitants de la bande de Gaza affluent de leurs tentes suffocantes vers le littoral méditerranéen pollué de l'enclave pour se baigner et ou encore laver leurs vêtements. Le point avec Maria Chouillard. Sous les bâches en plastique des camps de Gaza, l'air est devenu irrespirable. Sans électricité ni infrastructure, la survie se résume à un bout de carton pour tenter de chasser une chaleur étouffante. Pour des dizaines de milliers de Palestiniens, rester ici est impossible. Comme une tentative de survie à la canicule, il n'y a plus qu'une seule direction possible, la Méditerranée. Hélas, le refuge est devenu trop toxique. Nous sommes assis ici, dans la rue, entre les deux tentes, à l'ombre, et nous nous éventons toute la journée avec ce carton. Il n'y a ni électricité, ni ventilateur, ni eau. Et même de la nourriture, nous ne pouvons rien manger. C'est une chaleur de four. On a l'impression de vivre dans un four à pain. Ces petits-enfants, comme vous pouvez le voir, sont tout autour de moi. Ils restent avec moi toute la journée. Ceci nous sert de ventilateur. En été, la chaleur est insupportable ici. Si on reste sous les tentes, les enfants font des allergies. La plupart d'entre nous ont développé des allergies inédites à cause des tentes et on a plein de boutons. L'endroit est pollué, la chaleur monte de partout. À l'intérieur des tentes, c'est comme dans une serre, on ne peut pas y vivre. Privée d'infrastructures de traitement, détruite par des années de génocide, Gaza déverse ses eaux usées directement sur ses plages, une eau polluée chargée de bactéries. Sur les corps des enfants, les premières éruptions cutanées apparaissent déjà. Je vous jure, l'eau de mer n'est pas propre. Elle est pleine d'eau usée. Tout le monde y jette ses eaux usées. Elle est pleine de saleté. On récupère à peine 150 litres par semaine. Comme vous pouvez le voir, ce tonneau, je le remplis seau après seau pour qu'il dure toute la semaine. L'eau douce est rare. Elle nous parvient difficilement au port, sur cette plage. Comme vous pouvez le constater, nous lavons le linge et nous nous baignons, puis nous ressortons. De toute façon, nous sommes constamment contaminés par des microbes. Sous le soleil couchant, les enfants courent et s'amusent au milieu des vagues sous le regard de leurs parents, qui n'ont pas d'autre choix que de laisser leurs enfants s'y rafraîchir dans cette mer polluée. En Cisjordanie occupée, 20 citoyens palestiniens ont été arrêtés par les forces de l'occupation sioniste durant les dernières 24 heures, selon le bureau d'information des prisonniers. Les arrestations ont eu lieu notamment dans les gouvernorats de Beit Lahem, Al-Khalil, Naplouse, Tobas ou encore Tulkarem.
Le bilan des victimes de l'agression de l'entité sioniste contre le Liban cette fois, depuis le 2 mars, s'est alourdi à 4 175 martyrs et 12 164 blessés selon le ministère libanais de la Santé. L'entité sioniste poursuit ses agressions contre le Liban malgré l'entrée en vigueur d'un accord de cessez-le-feu. Et ce mardi, 2 personnes sont tombées en martyrs et 2 autres ont été blessées lors de tirs de mitrailleuses des forces de l'entité sioniste visant des civils dans la ville de Nabatieh el-Fawqa, dans le sud du Liban. Plus tard, une frappe aérienne de l'armée sioniste a visé une pelleteuse déblayant les décombres d'une maison précédemment touchée dans la même ville. Et après plusieurs semaines de violence, de bombardements et de déplacements forcés, un fragile cessez-le-feu permet à des milliers de Libanais de reprendre la route vers leur village dans le sud du pays. Entre soulagement, espoir et inquiétude face à l'ampleur des dégâts, ces familles tentent de retrouver une vie normale malgré l'incertitude qui demeure. Nelaït Hamouda. Après plusieurs semaines d'agression et d'exode, les allers-retours se poursuivent au rythme du cessez-le-feu. Au Liban, des milliers d'habitants prennent à nouveau la route du retour vers le sud du pays, avec cette fois-ci l'espoir d'y rester. Sur l'autoroute de Beyrouth, les embouteillages témoignent d'un même espoir, retrouver un foyer abandonné sous les bombardements. Les négociations menées ces derniers jours entre Washington et Téhéran ont contribué à faire retomber la tension régionale. Sur le terrain, un calme prudent règne le long de la frontière, séparant la Palestine occupée du Liban. Les armes se sont tues. Depuis plus de 72 heures, les frappes ont cessé et les combats se sont interrompus. Mais ce retour n'a rien d'une victoire assurée. Je suis heureux d'être en route pour mon village. Que Dieu humilie Israël. Si Dieu le veut, nous reverrons notre foyer intact. Pour beaucoup, l'émotion se mêle à l'incertitude. Personne ne sait réellement ce qui l'attend au bout du voyage. Des maisons ont été endommagées, des terres agricoles touchées et des commerces laissés à l'abandon pendant les affrontements. Nous ne voulons pas que les négociations soient menées par le gouvernement. Nous voulons que l'Iran négocie en notre nom et nous reviendrons victorieux, que cela plaise ou non. Dans le sud du Liban, les fractures laissées par l'agression apparaissent déjà. Certains habitants reviennent pour quelques heures seulement afin de récupérer des documents, des biens personnels ou simplement vérifier que leur maison tient encore debout. Je vais vérifier la maison et si Dieu le veut, je reviendrai. Je me dirige vers Kafar Tebnit. Si les routes sont prises d'assaut aujourd'hui par les familles qui rentrent chez elles, rien ne garantit encore que cette accalmie se transformera en paix durable. Entre reconstruction, cessez-le-feu rarement respecté par l'occupant sioniste et menace d'une reprise des hostilités, le retour des déplacés libanais ressemble davantage à une parenthèse d'espoir qu'à la fin définitive de la tragédie endurée par la population du Sud-Liban. Direction le Yémen, cette fois où 4 enfants ont été tués, 8 autres ont été blessés dans le gouvernorat d'Ad-Dali, dans le sud du pays, après l'explosion de restes explosifs de guerre. Selon un premier bilan, les enfants tués sont 3 fillettes et un garçon, et certains des blessés sont dans un état critique. Les victimes sont âgées de 6 à 14 ans. De violents combats avaient eu lieu dans la zone d'Al-Dali, où a eu lieu l'accident. L'actualité en Algérie à présent, avec la 57e foire internationale d'Alger qui a ouvert ses portes au grand public au lendemain d'une inauguration faite par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, qui a procédé à la visite de différents stands lors de l'une de ces haltes. Le président algérien a souligné l'apport important des ingénieurs formés localement à l'économie algérienne. دولة اللي توصل لهذا المستوى سواء في الصناعة العسكرية ولا الصناعة المدنية
avec les start-up, avec tout ça, on n'a plus le droit d'importer de la pièce détachée. Non. Sauf la pièce détachée vraiment très technique. Très technique, justement. Ouais. Et on a les ingénieurs. On a des milliers d'ingénieurs par an. C'est le moment de leur donner l'occasion de s'exprimer pour l'économie nationale. Concernant le secteur de la sidérurgie, le président algérien a indiqué que l'acier algérien était d'excellente qualité, lequel pourrait trouver une débouchée en Europe. Nous espérons toujours négocier avec l'Union européenne l'ouverture des frontières pour l'acier algérien. Ce n'est pas normal qu'il y ait des quotas, parce qu'il n'y a pas de quotas pour ce qu'on achète de l'Union européenne. Jusqu'à présent, nos importations sont à 85% de l'Union européenne. Il ne faut pas qu'on nous fixe des quotas. On est ensemble. Il faut occuper rapidement le terrain à Oran pour faire le mélange. On a tous les arguments pour que l'Europe utilise l'acier algérien. Il est d'excellente qualité, il est très proche, on dégage moins de carbone. Et toujours en marge de l'inauguration de la foire internationale d'Alger concernant la coopération avec la Tunisie, Abdelmajid Tebboune a souligné la nécessité de l'entraide. عند أخي قيس فيه إرادة قوية لبعث الاقتصاد التونسي من جديد وإحنا رانا هنا سند له بارك الله فيك بالنسبة لأن الاستثمار يجيب الإنتاج ويفتح الباب للعاملة ويغطي الحاجيات نتاع الوطن بدون استيراد ما فيه إلا المزايا. Et à l'entame de sa visite de la foire internationale d'Alger, le président algérien s'était d'abord arrêté au pavillon de l'Espagne, invité d'honneur de cette édition, soulignant la disposition de l'Algérie à renforcer ses partenariats économiques avec ce pays et d'autres pays à travers divers projets d'investissement. C'est pour moi un honneur de participer aujourd'hui et vous accompagner à l'ouverture de la foire internationale d'Alger. Et je voudrais vous remercier personnellement, ainsi qu'aux autorités algériennes, d'avoir pensé à l'Espagne comme invité d'honneur cette année. Et je pense que ces choix représentent l'importance des relations entre nos deux pays, que je n'hésite pas à qualifier des partenaires stratégiques de l'Espagne. Et c'est la refléter dans le fait que l'Espagne est représentée aujourd'hui en force, avec 15 entreprises très importantes qui sont présentes en Algérie depuis longtemps, qui comptent rester en Algérie et qui comptent investir et renforcer la présence en Algérie. Merci. Le choix de l'Espagne comme invité d'honneur est un choix à la fois de la raison et du cœur. Ce sont deux pays très proches l'un de l'autre. Et on a constaté que quoi qu'il y ait comme incompréhension, les choses se rétablissent très vite parce que c'est deux pays qui sont très très proches et puis l'Espagne est une puissance économique. Une véritable puissance économique et nous tirons beaucoup de choses positives de nos relations avec nos amis espagnols. Et lors de son passage au pavillon du Sultanat d'Oman, le président algérien a invité les entreprises économiques de ce pays à rejoindre la dynamique que connaît le secteur de la production du rond à béton en Algérie. فيما يخص إنتاج الحديد تاع الخرسانة. نعم. فيه نقلة نوعية في الجزائر. ماذا بينا تنضموا لها. إن شاء الله. كما قلت جلالة السلطان المجال التعاون بيننا وبين سلطنة عمان مفتوح على مصراعيه. بإذن الله تعالى واحنا حاضرين. ألف مرحبا بكل شيء. يا هلا فيكم جزاكم الله خير. حتى بالنسبة للزيارة الأخيرة اللي قام بها السيد الفارق الأول احنا مرتاحين كثير العلاقات نتاعنا مع سلطنة عمان. جزاكم الله خير. الله يدومها إن شاء الله. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. Et je vous le disais, la Foire internationale d'Alger continue d'accueillir exposants et visiteurs au Palais des expositions des Pins maritimes à Alger. La production nationale et étrangère est à l'honneur. Notre journaliste Safwan Ben Sabri était sur place. Pour la 57e édition de la Foire internationale d'Alger,
Les exposants ont afflué des 4 coins du globe. Les visiteurs, eux aussi, ont fait acte de présence. La Foire internationale d'Alger est l'occasion pour acteurs privés et publics de mettre en valeur leurs produits et leurs services dans un rendez-vous où sont représentés 36 pays. La production nationale est à l'honneur. Sous l'autorité du président de la République Abdelmajid Tebboune, la promotion d'une production nationale a été insufflée. Le holding ACS est un acteur clé de l'industrie algérienne. Elle est composée de 4 groupes industriels et de 7 EPE, entreprises économiques publiques, toutes investies dans les spécialités de la chimie. Nous œuvrons actuellement à augmenter le taux d'intégration nationale en mettant au niveau des marchés locaux des produits qui quand même disposent d'un taux élevé pour l'intégration nationale, étant produits localement. Mais la foire internationale n'est pas exclusive aux acteurs algériens. C'est une véritable tribune pour les représentations étrangères qui ont saisi l'occasion pour mettre en valeur leurs produits. Nous sommes venus pour exposer nos produits, quelques échantillons de nos produits. Nous avons les produits agroalimentaires, nous avons les produits cosmétiques. C'est une ouverture au monde. Et nous voulons nous inscrire dans un partenariat, dans un avantage comparatif. Nous amenons ce que l'Algérie n'a pas et nous prenons ce que les Algériens ont pour notre pays ainsi que tous les autres exposants. Nous avons gagné de l'expérience, nous avons gagné aussi des opportunités. C'est dans un partenariat gagnant-gagnant africain et algérien et tchadien. La foire internationale est un rendez-vous économique et commercial de premier plan pour les acteurs économiques et diplomatiques de divers horizons. Elle se clôturera le 27 juin 2026. En évoquant la diplomatie, le ministre algérien des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a eu un entretien bilatéral avec Aya Kallas, haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne, en marge de la réunion ministérielle consultative arabe et des travaux de la reprise de la 165e session ordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel tenu à Amman, en Jordanie. Cette rencontre a permis d'examiner l'état des relations de coopération entre l'Algérie et l'Union européenne dans tous les domaines, ainsi que la nécessité de dynamiser les mécanismes de coopération bilatérale. Coopération toujours, le ministre algérien des hydrocarbures, Mohamed Arkab, a reçu ce mardi une délégation de la société allemande Siemens Energy, conduite par le vice-président exécutif des services de gaz pour l'Europe et l'Afrique, Wahid Abbasi. Les deux parties ayant examiné les opportunités d'élargir la coopération dans les domaines de l'énergie et de la transition énergétique. Par ailleurs, Mohamed Arkab a reçu ce mardi également une délégation du Fonds monétaire international conduite par le chef de mission du fonds en Algérie, Jaram Lambos Tsangarid, dans le cadre des consultations périodiques menées par cette institution avec l'Algérie au titre de l'article 4 de ses statuts. Lors de cette rencontre, Arkab a présenté un exposé détaillé sur l'état et les perspectives de développement du secteur des hydrocarbures en Algérie, ainsi que sur les réformes structurelles et organisationnelles engagées dans ce domaine. Allez, parlons sport pour terminer. Coupe du Monde 2026, la victoire de l'équipe d'Algérie face à la Jordanie 2-1 lui permet désormais de conserver ses chances pour la qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Les Verts disputeront leur dernier match du groupe J durant la nuit de samedi à dimanche prochain contre l'Autriche. Ce sera à 4h heure algérienne. Les deux sélections comptent pour le moment 3 points chacune, alors que l'Argentine est assurée de terminer en tête de la poule et la Jordanie déjà éliminée. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.